le topo que je vais vous faire sur activité physique et cancer va comprendre deux étapes. La première étape, c'est pourquoi faire une activité physique lorsque l'on a un cancer, et peut-être surtout avant qu'on en ait un. Donc, quels sont, et je vais vous donner quelques chiffres, même si c'est un peu rébarbatif, mais ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Donc, je vais vous les donner. Et ensuite, on verra le côté pratique. Je vais pas vous faire quelques mouvements. Je vais laisser Philippe Fredon, qui va lui vous montrer qu'est-ce qui se passe en pratique, alors qu'on a monté dans le Limousin une association dont je vous parlerai et qui doit promouvoir l'activité physique. Donc d'abord, on va voir un peu ce qu'est l'activité physique. Et c'est vrai que est-ce que c'est être un grand sportif ou est-ce que c'est regarder le foot à la télé? Ben, il faut un truc intermédiaire pour vraiment que ça marche. Et d'abord, définir l'activité physique, c'est une dépense d'énergie. Donc à partir de là, on peut comprendre comment ça va se passer. Et on va parler souvent d'énergie. Et je suis obligée d'en parler parce que suivant la quantité d'énergie qui va être dépensée, ben, le bénéfice va pas être tout à fait équivalent. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc la dépense d'énergie supérieure d'une dépense d'énergie d'un sujet au repos. Alors, on a plusieurs façons de le mesurer, et lorsqu'on lit les études, lorsqu'on veut comparer les études, on parle d'intensité. Les intensités sont exprimées en mètres, mais tout ça, bon, c'est peut-être un peu de fondamental, mais c'est important pour comprendre d'abord qu'on fait tous de l'activité physique en permanence. Sauf quand on fait plus rien dans un fauteuil ou comme là, vous êtes tous assis, mais pas longtemps. Vous savez, il faut pas que vous restiez plus de 3 heures à 4 heures. On reverra après. Mais quand on fait du ménage, on dépense 3 mètres par heure. Quand on fait du bricolage, 4,5 mètres, etc. Bon, il vaut mieux courir parce qu'on dépense tout de suite un peu plus, 12 mètres. Tout ça, c'est que pour vous montrer qu'on sait aujourd'hui mesurer une activité suivant son intensité, et l'impact n'est pas tout à fait le même. L'activité physique, aujourd'hui, je l'affirme, on vous le redira, diminue la mortalité de tout individu parce qu'il a deux impacts. Un impact sur le cœur, un impact en cancérologie. Ça a d'impact aussi dans les maladies métaboliques, dans le diabète, etc. Mais les deux maladies donc qu'il a pu modifier la survie, ce qui est quand même un poids, si j'ose dire, extrêmement important, c'est la cancérologie et les maladies cardiaques. J'éviterai de vous parler des maladies cardiaques qui ne sont pas ma spécialité. Tout d'abord, je voudrais bien montrer que l'inactivité, c'est totalement différent de la sédentarité, qui est la chose la plus toxique aujourd'hui. On a bien mis en évidence depuis les années 2012 de ce qu'est la sédentarité. C'est ça, la sédentarité. C'est vraiment ne pas bouger dans un fauteuil. Et à activité physique égale, c'est-à-dire quelqu'un qui dépense 4-5 mètres par semaine, mais qui a des activités sédentaires pendant des heures et des heures, perd le bénéfice de l'activité physique. Aujourd'hui, c'est parfaitement montré, et l'impact en cardiologie est parfaitement bien montré. L'impact en cancéro est un peu moins bien montré, mais aujourd'hui, ce sont toutes les voies de recherche de la toxicité de la sédentarité. Malheureusement, le mode de vie actuel et quand même nous pousse pas tellement à l'activité physique intense et à l'absence de sédentarité. Alors, tout d'abord, que représente l'inactivité en termes de risque de cancer? Je crois que des chiffres sont importants. C'est la notion d'alimentation et de sédentarité, mais qui était mal définie il y a quelques années. Donc, d'inactivité, je préfère ce terme, c'est 30 à 35% des cancers. Donc on se dit quand même, c'est bien, on rattrape presque le tabac. Hein, c'est même le tabac est un tout petit peu inférieur. Donc vraiment, je crois que quand on a cette notion-là, alors l'un et l'autre ne sont pas totalement séparés. Il y a des liens, mais en tout cas, le poids sur l'impact de survenue des cancers est vraiment important. Alors donc en prévention primaire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves formelles, des preuves avec des grosses études? Quand je dis formelles, on peut rediscuter après de l'intérêt de la limite de certaines études, mais est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres et on peut dire oui, l'activité physique,
prévient le cancer du sein. Donc là, Rembrandt et un petit cancer du sein. Ok. Eh ben, il y a des études en Amérique, mais aussi des études en France, et en particulier l'étude E3N qui a été faite sur des gens de l'éducation nationale, qui ont montré, dans les deux cas, que vous diminuez votre risque de cancer du sein. Regardez, lorsque vous avez une activité de 5 à 10 mètres par semaine, on diminue le risque de 18%. C'est un risque relatif, ça ne veut pas dire que si votre risque était à 100%, il est 18% inférieur. Hein. C'est vraiment un risque relatif et pas absolu, naturellement. Si l'activité est beaucoup plus importante, les chiffres sont plus importants aussi, ils passent à 22%. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on n'est pas très loin dans l'enquête qui a été faite en France sur 100 000 femmes. Là, il y avait 74 000 femmes. Et là aussi, 1 à 4 heures d'activité physique, que ce soit de loisirs, mais d'intensité modérée, vous diminuez votre risque de cancer de 13%. Et de 38% lorsque l'intensité est plus importante. En cancérologie, on va beaucoup insister sur l'intensité de l'activité physique. Dans le cancer colorectal, on a les mêmes chiffres. Et je vous ai mis un peu ces courbes un peu rébarbatives, mais qui sont intéressantes. Tout le monde sait que de voir des excès d'alimentation par viande rouge, c'est publié partout, etc., vous donne un excès de cancer du côlon. Et voilà, c'est à ce niveau-là que vous avez regardez les différences entre les deux courbes. Ça, c'est on consomme de la viande, et là, on en consomme peu. C'est important, donc on sait que c'est un facteur de risque. Mais vous voyez, la différence entre les deux courbes, c'est quand même super rapproché. Celle-là, c'est l'activité physique. Et là, on a une vraie différence très importante. Elles sont statistiques, les deux. Hein. Je ne veux pas dire que c'est plus important. De toute façon, il faut associer les deux si on veut vraiment essayer de faire de la prévention. On a, quand on fait l'activité physique, diminué le risque de cancer du côlon. Donc à partir de 2011, donc ça fait maintenant pas mal d'années, très clairement, ont été donnés en recommandation mondiale, pratiquer 30 minutes d'activité physique 5 jours par semaine peut diminuer le risque de 25% environ de cancer du sein et de cancer du côlon. Et puis maintenant, quand on a un cancer, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut toujours faire de l'activité physique? Et il y a plusieurs questions auxquelles on a pu répondre. D'abord, est-ce que des gens qui avaient fait une activité physique avant le diagnostic de cancer, est-ce que ça avait un impact sur la survie du cancer? Et là, il y a des grosses analyses. Alors, je parle de méta-analyse, ça veut dire qu'ils regroupent énormément d'analyses qui sont prouvées scientifiquement et qui sont des études randomisées de bonne qualité. Et il y a deux grandes méta-analyses, une qui a été publiée en 2011 et l'autre en 2014. Et qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'il y a une activité physique effectuée avant le diagnostic de cancer, on améliore la survie, la survie globale de la patiente qui a un cancer. Je dis la patiente parce qu'il s'agit de cancer du sein. Avec des chiffres qui sont quand même extrêmement impressionnants. Alors, je parle de mortalité globale parce qu'on peut mourir d'autres choses, naturellement, de problèmes cardiaques, etc. Donc, ça améliore la mortalité globale. Et on a une amélioration de la mortalité spécifique, mais pas dans les deux méta-analyses, et seulement sur des patientes qui ne présentent pas de surpoids. Dans le cancer du côlon, on a le même type de résultats, avec 3 méta-analyses, 2011 et 2014, et l'on a aussi une réduction de la mortalité globale lorsqu'on a fait de l'activité physique avant le diagnostic de cancer du côlon, et 35% si l'activité physique était de forte intensité. On a aussi une amélioration dans les 2 dernières méta-analyses, donc les plus récentes, sur la mortalité spécifique. Alors, ok, mais est-ce que c'est, une fois qu'on a le cancer, est-ce que c'est plus la peine de faire de l'activité physique, ou est-ce qu'il faut en faire une fois qu'on a le cancer? La réponse va être oui. Oui, et on pourra rediscuter des études. Oui, pour 2 raisons. La première raison, c'est est-ce que ça améliore la survie? Et la réponse va être oui. Lorsque l'on fait dans les cancers du sein de l'activité physique après traitement, donc après diagnostic et après traitement initial, on diminue le risque de rechute. Là aussi, les chiffres sont significatifs. Et bon, pour ceux qui font des statistiques, vous voyez, je vous ai mis les chiffres pour bien vous montrer que c'était statistiquement valable. Et
dans la survie des cancers, on améliore là aussi la survie globale et la survie spécifique. Et j'ai mis des chiffres en valeur relative et en valeur absolue. Donc oui, il faut faire de l'activité physique. Après le diagnostic, on améliore la survie. Est-ce qu'on a les mêmes types de résultats dans le côlon? Ben là aussi, on a le même type de résultats avec des méta-analyses et avec des chiffres qui sont toujours de l'ordre de 30 à 40% d'amélioration de la survie globale et spécifique. Mais il y a une deuxième raison. Là, j'ai oublié la prostate. Mais les hommes aussi sont concernés, de toute façon, dans le côlon, mais dans la prostate aussi. On a montré, alors là, il n'y a pas de méta-analyse. Les études sont un peu plus récentes. C'est peut-être aussi plus difficile de mobiliser les hommes, mais ça, c'est un autre problème. Sur la prostate, sur une étude de 2000 patients, enfin 1500, ce qui n'est pas énorme, hein, parce que quand on voit les méta-analyses, c'est plusieurs dizaines de milliers de femmes qui étaient intégrées. Et on a l'activité de l'impact, un impact de l'activité physique sur les récidives, qu'elles soient cliniques ou biologiques. Donc on a aussi un impact, que ce soit donc dans le sein, le côlon, et plus récemment dans le cancer de la prostate. Pourquoi est-ce que... deuxième aspect des choses, c'est que, d'accord, on améliore avec des chiffres sur la survie, c'est intéressant, on ne peut pas dire que c'est inintéressant quand il y a un problème de cancer, mais il y a aussi une amélioration des effets secondaires, que ce soit les effets secondaires de la maladie elle-même ou les effets secondaires du traitement. Traitement spécifique, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Le premier signe que présentent les patients ou les patientes, c'est la fatigue. Et la fatigue, c'est très difficile. Il y a multi-composantes qui expliquent la fatigue, que ce soit pendant les traitements ou après les traitements. Et les chiffres actuels, c'est plus de 80 à 90% des patients qui sont fatigués. Mais là aussi avec énormément de composantes. Et cette fatigue dure jusqu'à 1 an, 2 ans post-thérapeutique. On relie la fatigue à un état de déconditionnement dû à tous les traitements, à la maladie, à l'altération physique, au fait ça impose souvent un alimentation prolongé, que ça donne aussi une anorexie, on n'a pas envie de manger, on perd du poids, on est fatigué. C'est le cercle vicieux du déconditionnement qui fait qu'on perd tout muscle et on rentre dans ce cercle vicieux. Comment sortir de là? C'est l'activité physique. Et on sait aujourd'hui que l'activité physique est un des meilleurs thérapeutiques de la fatigue, avec, là aussi je suis obligée de donner un peu des chiffres, grosse revue Cochrane, donc ça veut dire plusieurs études, 15 études de l'activité physique contre rien, et on améliore la fatigue d'environ 20% des cas pendant le traitement, et l'activité physique après le traitement améliore encore plus, les chiffres sont plus impressionnants après le traitement. Et puis il y a différents, non on ne devient pas comme ça obligatoirement, mais je trouvais qu'il était bien représentatif. Non, c'est pas le cancer qui donne obligatoirement cet état-là, mais l'activité physique joue sur plusieurs autres composantes, que sont la composition corporelle, et on sait aujourd'hui qu'on est mieux quand on a moins de masse grasse et plus de masse maigre, et les études le confirment, et l'efficacité de l'activité physique pendant le traitement, très très tôt au moment du traitement, permet d'améliorer la masse grasse et la masse maigre. On joue aussi sur certaines toxicités de l'hormonothérapie. On sait que les anti-aromatases, par exemple, donnent des grosses douleurs au niveau des articulations. Et c'est une étude qui a été faite par les Américains, par une Américaine, et qui a bien montré qu'on améliorait ces douleurs avec des programmes d'activité physique. On a aussi des effets sur l'incontinence urinaire secondaire au traitement de la prostate et sur la perte musculaire. Donc à partir de là, on s'est tous dit, et depuis quand même maintenant de nombreuses années, il faut se bouger, donc pas seulement sur l'activité physique, mais il faudrait faire quelque chose, en particulier en cancérologie. Mais c'est pas que la cancérologie, ça protège de beaucoup de maladies, et je vous dis en premier lieu les maladies cardiaques, les maladies métaboliques et le cancer. Il a donc été décidé début 2015 de créer une association qui s'appelle Limousin Sport Santé, sous les auspices de la DRJSCS, l'ARS, enfin donc ça c'est la Direction Régionale de Jeunesse et Sport, l'ARS, la DOS qui regroupe les associations sportives. Donc le but est de promouvoir l'activité physique ou sportive
adaptées pour préserver et améliorer la santé. Cette association, donc très clairement, elle a pour population cible tout public, mais elle touche deux niveaux d'activité physique. Un niveau qu'on a appelé sport santé bien-être, qui touche les patients sédentaires, les surpoids, qui présentent l'hypertension, du cholestérol, des fumeurs, qui sont à très gros risque, et puis les maladies chroniques déjà existantes, que ce soit le diabète, l'obésité, le cancer. Et là, c'est un niveau APA, activité physique adaptée et maladies chroniques. Cette association groupe trois grands professionnels, les professionnels des structures de santé, les mouvements sportifs associatifs et les professionnels de l'éducation et la promotion de la santé, les usagers. Et là, vous avez toutes les initiales qui représentent ces associations. Voilà, on a aujourd'hui un conseil d'administration et voilà les noms pour ceux qui les connaissent. Et une des actions de LSS, ça a été de créer des passerelles. Et donc l'éducateur physique qui est actuellement en charge de ces passerelles sont organisées. Alors elles sont organisées dans différents centres. On a un gros projet sur le Haut-Corrèze actuellement qui va démarrer sur Limousin, etc. Et donc on ne parlera naturellement que le projet Cancéro. Et je vais laisser la parole à Philippe Freneau. Donc moi je vais vous présenter un petit peu plus la mise en œuvre de la passerelle, savoir ce que c'est une passerelle et dans quel but elle est mise en place. Donc la passerelle qui va être mise en place sur les structures du CHU et de la clinique Chénieux va se découper en deux actions. Donc il va y avoir la première action, ça va être l'évaluation. Donc quand je vais recevoir la personne porteuse d'une pathologie, il va y avoir plusieurs types d'évaluation. Donc il va y avoir un niveau d'activité physique, donc essayer d'évaluer le niveau d'activité physique précédemment, auparavant de la personne. Il va y avoir des préférences de motivation. Donc ici, c'est savoir un petit peu connaître les motivations, les freins aussi de chaque personne par rapport à l'activité physique. Un bilan fonctionnel et sensoriel. Donc là, sur le bilan fonctionnel et sensoriel, on va être sur des tests plus physiques, donc de l'ordre, par exemple le test de 6 minutes marche, des tests de force des membres inférieurs et des tests de souplesse. Après, la deuxième partie, ça va être l'activité physique en elle-même. Donc par rapport à ça, ce que je vais vous présenter, c'est la passerelle, en fait, la première qu'on a mis en place, ça a été la première action de Limousin Sport Santé, c'est la passerelle qu'on a mis en place à Aix-sur-Vienne. Donc l'objectif de cette passerelle, c'était de mettre en relation en fait le monde médical par le biais des médecins traitants avec le monde associatif dans l'intérêt des patients. Donc le premier objectif en fait, c'est tous les médecins généralistes d'Aix-sur-Vienne, donc au nombre de 7, font l'examen clinique. C'est eux qui vont délivrer le certificat de non-contre-indication et qui après vont le mettre en relation, hop, ça arrive, avec l'éducateur sportif, donc moi en l'occurrence, qui va recevoir la personne. Donc chaque personne est acteur de ce parcours. Donc c'est pas le médecin qui va m'appeler, c'est le patient qui m'appelle. Après on prend rendez-vous pour effectuer les premiers tests. Donc comme sur les précédemment, je vous présentais tous les types d'évaluation, je vais réaliser la même batterie de tests. Et après il y a deux possibilités. Soit la personne, je la juge pas apte au vu des résultats d'aller directement dans une association sportive, et du coup elle reste en structure passerelle. Donc la structure passerelle, c'est au rythme de 1 à 2 séances par semaine. La personne vient en activité avec moi, donc sur des activités de type cardio-respiratoire, donc on va être par exemple sur la marche nordique, de la randonnée en extérieur, sinon en salle, et là on est sur un parcours training et plus sur une activité en fait de renforcement musculaire. Si la personne est jugée apte, elle peut aller directement dans une association sportive labellisée Limousin Sport Santé, sachant que finalement c'est pas nous qui allons labelliser les associations en fait, c'est la direction régionale jeunesse et sport, parce qu'une association ne peut pas labelliser d'autres associations. Donc c'est important à préciser. Donc deux parcours, soit on va directement en association sportive et on est acteur et autonome dans son activité, soit, dans un premier temps, on n'est pas apte, on passe par la structure passerelle pour un nombre de 21 séances, entre 3 et 6 mois à peu près, avant d'aller dans une association sportive. Moi, j'ai pris le parti que les personnes fassent
à minima une séance avec moi, et la deuxième séance très tôt dans la structure passerelle, aillent aussi en parallèle dans une association sportive de leur choix par rapport à leur motivation, pour qu'on ne soit pas sur 21 séances sur 3 mois, et qu'après il y a un phénomène de cassure et que la personne arrête l'activité physique. Voilà. Tout ça en fait est coordonné. Après, vous voyez, il y a les flèches en pointillé, donc entre les associations, l'éducateur et les médecins. Tout ça est coordonné par un carnet de suivi qui permet de faire le lien entre tous les acteurs. Alors, les repères pendant les traitements. Comme vient de le présenter le professeur Tubiana, c'est de limiter le temps de sédentarité avec un retour à un comportement actif, pour éviter le déconditionnement. Donc, ça va être de promouvoir un mode de vie actif pendant la radiothérapie et les traitements médicaux, en respectant toutes les contre-indications qui seront prescrites par le corps médical. Les repères dans les suites du traitement, donc l'activité, on revient aux chiffres qui ont été abordés tout à l'heure, c'est 30 minutes d'activité par jour, donc de type cardio-respiratoire, au mieux tous les jours. Pardon, excusez-moi. Au mieux tous les jours, à minima 5 jours par semaine. D'accord ? Donc là, on est sur les recommandations nationales au niveau de l'activité physique. Donc vous avez quelques chiffres au niveau des intensités pour les activités cardio-respiratoires. Et ensuite, il y a les activités de renforcement musculaire, donc avec une petite caractéristique qu'il faut 2 jours de récupération entre les 2 séances. Les 2 types d'activités sont complémentaires. D'accord ? Il ne faut pas en occulter une au profit de l'autre. En conclusion, quelques recommandations. Comme je vous disais tout à l'heure au sein de la passerelle, l'objectif c'est de rendre le patient autonome. D'accord ? Le rendre autonome, déjà d'une, c'est lui qui va faire le choix de l'activité qu'il a envie de faire. C'est pas un choix, c'est pas une activité qui va lui être imposée. L'objectif c'est qu'il n'y ait pas de cassure après la passerelle. C'est vraiment que l'activité s'inscrive dans la durée. D'accord ? Donc s'adapter à l'individu, reconditionnement, entraînement à l'effort. Et par rapport à ça, il y a des caractéristiques à prendre en compte. Chaque individu a ses spécificités. Donc ça peut aller des capacités physiques, des désirs. On a envie de faire des choses où on n'a pas envie. Les problèmes psychologiques, les attentes de la personne, ce que je cherche au sein de l'activité physique, ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire, et l'environnement. Donc par rapport à ça aussi, l'environnement, quand on est face à des personnes qui habitent, par exemple, je vais donner un exemple, mais dans un environnement rural, c'est pas forcément facile de trouver une association qui va nous proposer une activité physique adaptée et bien encadrée. Donc là, nous aussi, avec Limousin Sport Santé, on est là pour ça, pour vous orienter, pour essayer de mettre en place un réseau au sein des activités sportives et avoir une offre la plus complète possible. Donc associer une activité aérobie et de résistance régulière. Donc activité aérobie, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être les activités marche nordique, tout ce qui est activité cardio-respiratoire, randonnée. Et les activités de résistance régulière, ça va être tout ce qui est le renforcement musculaire. Dans le cadre d'une éducation thérapeutique centrée, et ça il faut bien le comprendre, sur les modifications des habitudes de vie de chacun. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'activité physique et ce qu'on souhaite mettre en place avec Limousin Sport Santé.